Chers collègues, bonjour et merci de nous retrouver pour ces nouveaux modules vidéo du CCAFU. Il s'agit aujourd'hui d'aborder avec le groupe Vessi les controverses ou les débats de l'AFU et sur deux thématiques qui nous sont chères, les tumeurs de la vessie n'infiltrant pas le muscle et les tumeurs de vessie métastatiques. Alors, j'ai autour de moi aujourd'hui deux impétrants qui vont débattre l'un contre l'autre, ou l'un avec l'autre si on préfère, Evangelos Xylinas de l'hôpital Cochin et Yann Nezillet de l'hôpital Foch. Je les ai sollicités pour deux sujets qui rentrent dans la pratique quotidienne et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les TVNIM, qui est l'intérêt ou pas, quand on regarde les recommandations, de la surveillance endoscopique et cytologique par-delà un an dans les tumeurs de faible risque lorsqu'on suit la stratification de l'ORTC. En effet, dans nos pratiques, certaines choses sont recommandées, mais ces recommandations n'ont pas été revisitées depuis des années puisqu'elles sont basées parfois sur des études qui sont anciennes. On va voir avec Yann et Evangelos comment ils conçoivent les choses dans la pratique quotidienne aujourd'hui. Est-ce que ces tumeurs sont dangereuses et méritent une surveillance au long cours? Puis l'autre point qu'on aimerait aborder aujourd'hui, c'est un sujet très important pour les urologues, c'est celui des tumeurs de la vessie métastatique. C'est le bout de l'histoire naturelle de l'évolution de cette maladie. Certaines sont métastatiques d'emblée, d'autres évoluent vers cette situation clinique dramatique. Eh bien, on va se poser la question de savoir, quand les patients sont unfit pour la chimiothérapie, déjà, quels sont les critères pour définir les patients unfit? Quand les patients sont unfit pour la chimiothérapie, est-ce qu'il existe un traitement du best supportive care, c'est-à-dire un traitement palliatif, ou est-ce qu'il existe une réelle ligne de traitement systémique possible dans cette situation? Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec Evangelos, et je te demande d'emblée, Evangelos, quel est ton sentiment vis-à-vis de la surveillance de ces tumeurs de faible risque? Est-ce que tu souhaites continuer la surveillance ou pas? Alors d'emblée, moi je vais vous dire que je suis pour la surveillance au-delà de 1 an et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je vais développer 3 arguments. Le premier, c'est que c'est recommandé par nos recommandations donc, qui ont été rééditées en 2016, valables jusqu'en 2018. Deuxièmement, parce que ces recommandations sont issues de la littérature et la littérature supporte la surveillance endoscopique au-delà de 1 an, parce qu'il y a un risque de récidive qui est important, même après 1 an sans récidive, et aussi parce qu'il y a un risque de progression qui est faible, certes, mais qui n'est pas nul. Donc on ne peut pas passer à côté d'une situation clinique où un patient qui a une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle progresse sous une forme d'infiltrant le muscle, et donc à risque de métastase, ce qui est l'objet du deuxième débat. Alors oui, car les recommandations, vous les connaissez, c'est les recommandations du CCAFU 2016-2018. C'est ce magnifique schéma qui est innovant, qui est apparu dans ces nouvelles recommandations, avec la première ligne, c'est les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle à faible risque de récidive et de progression. Et vous voyez bien les carrés bleus, c'est ce qui est recommandé, la cystoscopie à 3 mois, de la résection transurétrale de vessie, puis à 12 mois, et ensuite de manière annuelle jusqu'à 5 ans, donc annuel à partir de 1 an jusqu'à 5 ans. Alors pourquoi c'est recommandé? Parce qu'il y a un risque de récidive qui est important. Les recommandations, aussi bien de l'AFU que de l'EAU anciennement, étaient issues de cette publication de Maria Pan dans le Journal of Urology en 2005, où ils avaient regardé l'évolution de 115 patients TA-G1 avec un suivi qui était quasiment de 20 ans, donc une vraie histoire naturelle de la maladie. Et ils avaient montré que sur 66 patients qui n'avaient pas eu de récidive à 1 an, ils les avaient suivis jusqu'à 5 ans, et ils avaient démontré que 8 d'entre eux avaient une récidive dans les 5 ans, donc 12% de récidive, donc un taux de récidive qui n'est pas nul. Donc ça vaut vraiment le coup de les surveiller entre 1 et 5 ans. Ensuite, après 5 ans sans récidive, ils se sont rendus compte que ce risque de récidive tombe en dessous de 2%. Donc en fait, dans l'intervalle entre 5 et 20 ans, peut-être que ça ne vaut plus le coup de les surveiller. Donc ça, c'est la première publication qui supporte les recommandations. Il y a une nouvelle publication beaucoup plus récente de l'année dernière, également dans le Journal of Urology, qui vous montre ce qu'on appelle la survie sans récidive conditionnelle. C'est-à-dire, en pratique, c'est des termes statistiques pour vous dire qu'un patient qui n'a pas eu de récidive à 1 an, quel est son risque de récidive à 2, 3, 4 et 5 ans. Et on voit en fait sur cette partie de gauche, donc, qui est la récidive, que ce qu'on appelle les bas risques, donc les TAG1 unifocaux, primitifs et moins de 3 cm, ont 25% de risque de récidive à 5 ans quand ils n'ont pas de récidive à 1 an. Donc clairement, il y a un risque de 1 pour 4 de récidive à 5 ans. Concernant la progression,
c'est la partie droite du tableau, et on voit que sur la ligne supérieure, quand vous n'avez pas de progression à 1 an, vous avez un risque de progression à 5 ans qui est de 1%. Ça veut dire qu'en pratique, que quand vous avez 100 patients qui ont une tumeur TAG1 bas risque, qui n'ont pas de récidive à 1 an, qui n'ont pas de progression à 1 an, sur ces 100 patients, il y en a 25 qui vont récidiver à 5 ans et 1 qui va progresser. Est-ce qu'on est prêt à passer à côté d'un quart des patients qui récidivent et d'un patient qui va développer une tumeur de vessie infiltrant le muscle pour arrêter la surveillance chez 75 patients sans risque? Ma réponse est non. Donc je suis pour la surveillance endoscopique après 1 an et jusqu'à 5 ans, car c'est recommandé, car il y a un risque de récidive qui est important et il y a un risque de progression qui est non nul. Merci Evangelos, c'est vrai que tes arguments sont parfaitement audibles et recevables. On va voir quel est le point de vue d'Yann, parce que comme toujours, les chiffres peuvent être interprétés de deux manières différentes. On l'a vu sur d'autres terrains récemment. Quid de ton interprétation des datas scientifiques, puis je vous interpellerai sur 2-3 points. Clairement, mon opinion est opposée. Et pourquoi? D'une part, dire que c'est parce que c'est recommandé qu'on le fait, je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de recul. Regardons l'exemple de l'IPOP. Il y a 3 ans, tout le monde s'accordait à dire qu'il faut faire de l'IPOP à tout le monde. Et puis, entre-temps, des nouveaux papiers sont sortis. On s'est rendu compte que les indications de l'IPOP sont bien plus réduites et les recommandations sont adaptées. C'est pour ça, d'ailleurs, que le CCAFU révise non plus tous les 3 ans, mais tous les 2 ans ses recommandations. C'est pour se tenir au fil de l'actualité, de façon à ne pas tomber justement dans ce genre d'écueil. La première chose, quand même, que j'opposerais à Evangelos, c'est que c'est douloureux. Enfin, mettons-nous un peu à la place de nos patients. Une fibroscopie vésicale, c'est pas un geste anodin, même si on a tendance à le minimiser en disant, vous allez voir, ça fait pas mal, ça ne dure pas longtemps. Quand on regarde les études qui s'y intéressent sur l'évolution de la douleur de ces patients, ils ont mal avec des EVA qui sont entre 3 et 7. Au moment de la fibroscopie, ils ont encore mal dans les heures qui suivent la fibroscopie, des douleurs qui peuvent durer jusqu'au 4e jour. Et là, ce n'est que pour la douleur, on ne parle pas d'anxiété. Un patient qui va, les semaines qui précèdent, se dire bientôt j'ai mon rendez-vous chez l'urologue, j'espère qu'il ne va rien me trouver. Si on lui dit écoutez, il n'y a plus besoin de vous voir, c'est parce qu'on estime que le risque est suffisamment faible pour pouvoir lui dire vous n'avez plus de danger, il est rassuré, il consommera moins d'anxiolytiques. Et puis vous allez me dire moi je mets du xylogel, ça fait moins mal. Non, méta-analyse montre que l'effet du xylogel, que l'on va mettre quelques secondes avant de pouvoir passer son fibroscope, il n'aura pas le temps d'agir sur l'intégralité du tractus. 2 méta-analyses sont complètement contradictoires et au final, on sait très bien que ça fait mal. La fibroscopie pose un problème de tolérance. Le deuxième point qui n'est pas négligeable à notre époque, c'est que c'est un moyen de surveillance qui est coûteux. Le cancer de vessie, s'il correspond au cancer dont la prise en charge est le plus lourd pour la société, c'est parce qu'il y a cette partie de la maladie où on est au stade non infiltrant, on a besoin de surveiller les patients et de les re-réséquer, qui est extrêmement coûteux. Une très belle étude qui avait été publiée dans un programme en urologie, dont le but n'était pas initialement d'étudier spécifiquement le coût des endoscopies vésicales, mais de comparer avec un système de gaines interchangeables et la fibroscopie standard, une étude de Coste, où justement le coût de la fibroscopie tout venant avait été analysé dans 2 centres hospitaliers et vous voyez les coûts, 30 €, 40 € en tout de personnel, de consommables, plus le coût du fibroscope, on arrive à pratiquement 100 € de coût réel pour un geste qui est remboursé à hauteur de 40 € grand maximum CCAM. Ce n'est pas un geste auquel on renoncera comme un crève-cœur parce que ce n'est pas un geste qui est rentable pour son activité en libéral. Et au final, c'est un geste qui fait perdre de l'argent aux institutions. Alors est-ce qu'au moins ça en vaut la peine de faire souffrir nos patients et de dépenser de l'argent si c'est protecteur? Je ne suis pas d'accord, si on reprend la même figure. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'effectivement, la première fibroscopie est essentielle. Un patient qui récidive une tumeur de faible risque à 3 mois est un patient qui a un mauvais pronostic et cette fibroscopie à 3 mois, elle est hors de question de la manquer. À 1 an, on récupère encore une partie non négligeable des patients. Mais regardez, la ligne à partir de 1 an, c'est peanuts. On rediagnostique extrêmement peu de patients. Et les tumeurs que l'on diagnostique, c'est quoi? Est-ce que c'est des tumeurs sévères? Non. Ce sont exactement le type de tumeurs auxquelles on pourrait proposer aujourd'hui d'entrer dans un protocole. Il y en a à l'étranger, pas en France, mais de surveillance active. C'est-à-dire des petits T1 bas grade, PTA bas grade pour lesquels on se dit finalement on ne va pas la réséquer tout de suite, on va attendre que ça grossisse un peu, si ça grossit on la réséquera. Donc on ne fait pas perdre de chance à ces patients, on sait que leur pronostic n'est pas engagé par ces récidives de tumeurs de faible risque et que quand bien même on le diagnostiquerait un peu plus tard parce qu'on aura attendu la survenue de symptômes pour faire une fibroscopie alors qu'on n'avait pas prévu d'en faire une, et bien au final on n'aura pas fait perdre de chance aux patients. Et puis un dernier point sur lequel il faut insister, c'est que les recommandations n'ont pas évolué que
que sur le suivi, mais aussi sur l'IPOP. On en parlait en introduction. Et aujourd'hui, on sait très bien que ces patients avec des tumeurs de faible risque, c'est ceux-là qui bénéficient de l'IPOP. Et donc, du coup, on leur diminue encore plus le risque de récidive et de progression ultérieurement. Donc clairement, aujourd'hui, on fait mieux que ce que l'on faisait auparavant. On résèque avec, quand on le peut, la lumière bleue qui permet de faire des résections plus complètes avec un risque de récidive diminué. On fait de la chimiothérapie post-opératoire précoce à ces patients spécifiquement parce que c'est eux qui en bénéficient. Et donc on diminue encore leur récidive ultérieure. Et donc la surveillance peut se permettre d'être allégée. Enfin, je n'aime pas le terme de rentabilité, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, mais le terme d'efficience. Est-ce que ça vaut la peine de faire supporter des douleurs et un coût aux patients pour changer son pronostic? Il y a des études qui ont été vraiment bien faites là-dessus, sur des modèles mathématiques, notamment celle de Zhang, une équipe chinoise, qui a vraiment modélisé toutes les possibilités de surveillance en fonction du rythme des fibroscopies. Et ça aboutit au fait que finalement, au-delà d'un an, les fibroscopies ne sont pas rentables au sens coalise. Et d'ailleurs, les Anglais, auxquels on peut reprocher aux Britanniques d'avoir des attitudes parfois un peu tranchées, mais pragmatiques, ont décidé dans leurs recommandations qui sont émises par le NICE, d'arrêter la surveillance au-delà d'un an, parce que en termes de quali, ça n'est pas rentable de faire, au-delà de la première année, des fibroscopies répétées tous les ans aux patients atteints de tumeurs de vessie, n'infiltrant pas le muscle, de faible risque, et donc, comme tu l'as bien dit, unifocale, sans CIS, de moins de 3 cm, de faible stade et de faible grade. Donc c'est vraiment une population sélectionnée, mais chez qui, au-delà d'un an, on peut se permettre d'être rassurant et de dire, écoutez, on arrête, c'est pénible pour vous, c'est coûteux, ça ne changera pas votre histoire de votre maladie, donc soyez rassurés, vous revenez me voir si vous avez des symptômes, mais plus besoin de faire des fibroscopies systématiques. Bon, merci à tous les deux. On va poursuivre quand même cette discussion parce qu'elle est très intéressante et vous avez des arguments qui sont puissants. Ce ne sont quand même pas des tumeurs, on peut rentrer dans un autre débat qui est celui des surveillances actives, mais c'est quand même justement pas le lot commun, la surveillance active dans les tumeurs de la vessie. Autant on en parle dans la prostate et dans le rein, vous conviendrez bien volontiers que ce sont des tumeurs qu'on surveille comme le lait sur le feu. Un point quand même, sur les séries historiques qu'a présentées Evangelos, vous conviendrez que les techniques de résection initiale, parce que le primum movens de tout ça, c'est la résection initiale. Et qu'entre les séries historiques et maintenant, il y a une évolution technologique majeure de la qualité de la résection, avec des outils qui se perfectionnent, et des conditions de la résection. Tu as évoqué la lumière bleue, le NBI, on peut évoquer plusieurs technologies qui vont influencer et impacter probablement sur la capacité de récidive de ces petites tumeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que la technologie ou la qualité de la résection qui était proposée dans les années 70-80 n'est pas obligatoirement la même que celle de 2010? Sur des réponses très courtes. Bien sûr, quand tu regardes l'étude de Maria Pan, donc de 2005, c'est une série historique, c'est des patients des années 90. Clairement, ce n'est pas les mêmes techniques de résection. Il n'y avait pas les évolutions technologiques optiques qui permettent évidemment de mieux détecter et donc de mieux réséquer. C'est sûr que ça impacte. Quand tu regardes les résultats à un an, effectivement, tu as la moitié des patients qui, globalement, ont récidivé. Est-ce que c'est des résultats d'aujourd'hui sur des tumeurs TAG1? Clairement, non. Yann, on fait mieux aujourd'hui que historiquement, parce que nos endoscopes ont progressé, on dispose de techniques de magnification optique, que ce soit le NBI, effectivement, la lumière bleue et d'autres qui arrivent. Et puis, on a su affiner, et j'insiste parce qu'autant on avait des arguments contre, en France particulièrement, l'IPOP systématique, autant maintenant qu'on a vu à qui ça bénéficie, ces petites résections auxquelles on peut le faire facilement et sans grand risque, parce que les suites sont généralement très simples, alors on va encore davantage diminuer le risque de récidive. Donc c'est quand même important de souligner cette différence fondamentale culturelle entre l'Europe, notamment la France et les États-Unis, c'est que nous on va tout réséquer, et si on peut garantir une primo-résection de qualité par rapport à une fulguration office qu'on verrait aux États-Unis, qu'on a du muscle, qu'on a fait une belle primo-résection en lumière bleue si on suit les recos, et qu'on n'a pas été trop profond et qu'on s'astreint à faire une IPOP, peut-être qu'on est dans une situation confortable qui nous permettrait de surseoir à la surveillance. Ça, c'est le premier point. La France est mauvaise élève pour l'IPOP. Quand on avait fait un papier sur l'Europe, c'était les Anglais, dans le cadre du NHS, qui étaient les meilleurs pour l'application de ces choses-là. Et je pense que le message qu'on cherche à envoyer, c'est que l'IPOP, oui, mais justement pour ces tumeurs-là, qui permettrait encore de réduire la récidive. Mais là encore, comme le dit Evangelos, il y en a quand même un, au milieu de tout ça, qui va avoir une progression. Comment le voir, comment le détecter? L'autre aspect,
Dernier point sur lequel j'essaie de trouver un consensus entre vous deux, c'est les modalités de la surveillance. Tu l'as dit, cette cystoscopie ou cette fibroscopie vésicale et cette cytologie, c'est frustrant aujourd'hui. Et ces marqueurs moléculaires dont on parle depuis des années, ils n'existent pas. Est-ce qu'avec l'avènement de la génétique, justement, et des plateformes moléculaires et d'exploration dont on dispose, si, dans l'hypothèse où on disposerait d'un marqueur fiable de surveillance sur un test urinaire simple, je pense qu'on trouvera un consensus entre vous deux pour aucune opposition à la surveillance. En fait, c'est les modalités de cette surveillance qui vous choquent. Je pense que clairement, ce qui est évident, c'est qu'il faut continuer la surveillance, mais il faut améliorer nos modalités. Les marqueurs urinaires non invasifs, c'est clairement ce qui nous intéresse tous et ce qui serait clairement le plus bénéfique pour les patients. C'est non invasif, c'est pas une cystoscopie. Après, il y a la question du coût. Malheureusement, la cytologie urinaire, dans ce cas précis des tumeurs de faible risque, n'est pas contributive, parce qu'elle détecte essentiellement les tumeurs de haut grade et donc de haut risque. Et donc, on ne peut pas se baser sur ce seul marqueur qui est validé qu'on est actuellement. Les autres sont effectivement prometteurs, mais tous au stade expérimental. Et donc, on ne peut pas dire on va utiliser tel ou tel marqueur urinaire. Ce serait extrêmement séduisant. Et effectivement, alors, on pourrait en toute sécurité dire je ne vous embête plus avec une fibroscopie. D'ailleurs, vous conviendrez volontiers que si on a changé le rythme de révision des recommandations, les segments des recommandations qui évoluent le plus, parce qu'on a fait... On a mis en exergue dans les recommandations ce qui avait changé par rapport aux versions précédentes, c'est aussi une des améliorations de notre texte. Eh bien, ce chapitre surveillance n'évolue pas beaucoup. Et à chaque fois, on se pose la question de le faire évoluer, et on n'est pas en position de le faire parce qu'on est évidence-based médecine, et là, c'est davantage éminence-based médecine sur cette affaire, et on n'a pas actuellement d'études en cours de qualité qui puissent nous permettre, au regard de ce qu'on voit dans la littérature, de faire changer ces modalités, alors que le traitement, le diagnostic et la stratification pronostique, ça change, ça évolue fortement. Donc ça mérite d'être dépoussiéré, ça mérite d'être visité, c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui.